Bonsoir Edith, et bonsoir Nicolas, et bonsoir. Docteur Nyok Diep Nguyen. Je voudrais pas écorcher votre nom. Alors, le sujet de ce soir, eh bien, c'est la dépendance à l'alcool. Donc, tous les problèmes qui sont liés à la consommation d'alcool seront abordés. Les dangers de l'alcool sur l'organisme, la consommation excessive d'alcool et comment arrêter de boire. Docteur, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter justement aux auditeurs de Radio Pisalène. Bonjour, docteur Nguyen. Oui, dans la bande-annonce, j'ai mis uniquement que vous êtes à l'hôpital de Chauny. Or, vous êtes également à Saint-Quentin, vous êtes également à Ham et naturellement à Chauny. Je fais une petite rectification. Bien voilà, bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Pisalène. C'est avec plaisir que je viens animer cette émission. Donc je suis médecin addictologue, c'est-à-dire que je m'occupe des maladies liées à la dépendance à un produit psychoactif. Je travaille donc d'abord à l'hôpital de Saint-Quentin dans le service hépato-gastro-entérologie. À l'hôpital de Chauny, dont j'interviens 2 jours par semaine également pour donc les problèmes de dépendance dans les services et également donc en suivi externe pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Et puis une fois par mois, je vais à l'hôpital de Ham pour animer donc le réseau de circuits de prise en charge sur le territoire Saint-Quentin-Ham-Chauny, pour la prise en charge des patients ayant des problèmes avec l'alcool. Voilà. Alors, ma première question, y a-t-il un âge pour être alcoolique ? Il n'y a pas d'âge. Parce que en fait, il y a suivant la situation familiale, il y a parfois des personnes jeunes qui ont commencé à boire assez tôt. Donc il y a pas d'âge. Par contre, le facteur de précocité est un facteur à risque de développer une dépendance plus tard. Donc ça c'est très important. Plus le jeune commence à goûter à l'alcool tôt, plus il risque de développer une dépendance plus tard. Alors, c'est vrai que l'alcool, c'est quand même un problème pour tout le monde. Je veux dire pour la personne elle-même qui consomme, mais aussi pour les personnes qui sont autour de cette personne-là. Comment se rend-elle compte que justement elle est alcoolique ? D'abord, je vais peut-être déjà vous parler des fausses idées. Parce que souvent, donc les patients banalisent beaucoup la consommation d'alcool comme une boisson anodine. Mais en fait, on considère que l'alcool est un produit psychoactif parce que ça agit sur le comportement de la personne, sur la sensation, sur les émotions. Le fait que au départ l'alcool apporte du plaisir, donc les jeunes souvent retrouvent dans ce produit quelque chose qui va les rendre moins timides, par exemple, qui leur permet de devenir plus intéressants en groupe, ou bien ils peuvent aussi commencer à boire en faisant comme les amis dans les sorties au début. Et puis le fait qu'ils se rendent compte qu'en fait le produit alcool apporte une sensation de bien-être, progressivement ils vont avoir recours à ce produit, surtout dans des situations de stress, dans des situations de difficulté. Et le cheminement fait que l'alcool qui au début peut être pris occasionnellement va être pris de façon plus fréquente, plus rapprochée, et puis en quantité aussi. Donc je vais vous parler ensuite des critères de dépendance où le facteur de perte de contrôle de soi, même si on ne boit pas tous les jours, c'est aussi un critère de dépendance. Et ça, c'est important parce que souvent les jeunes pensent que si ils font des cuites de temps en temps, c'est pas grave, quoi. Alors qu'en fait, c'est déjà un signe d'alerte. Oui, alors, est-ce qu'on sait maintenant médicalement pourquoi telle ou telle personne est dépendante de l'alcool à l'occasion? Alors, donc,
tout le monde ne devient pas dépendant à l'alcool, heureusement. Par contre, on pense que pour que la personne risque de recourir à l'alcool, il faut déjà qu'il ait goûté aux produits à l'alcool. Si quelqu'un n'a jamais testé l'alcool ou quelqu'un qui se rend malade en buvant de l'alcool, il va pas recourir à ce produit. La deuxième chose, c'est la personne. Si la personne est fragile, elle est vulnérable, la personne est sensible, elle va avoir plus tendance à rechercher quelque chose pour se sentir bien. Et puis le troisième contexte, c'est l'entourage, c'est l'environnement. Donc quelqu'un qui n'est pas dans un groupe buveur, il va pas être amené à boire. Ou bien le jeune qui n'est pas dans un groupe de copains qui ont l'habitude de s'alcooliser, il va pas prendre le pli, il va pas faire la même chose. Donc il faut avoir la rencontre de ces trois éléments pour que la personne donc progressivement a recours à ce produit alcool pour par habitude ou pour se sentir bien. Donc il y a plusieurs raisons. Ça peut être par exemple toutes les semaines, ils vont se réunir, ils font la fête et semaine après semaine, ils se rendent compte qu'en fait ils boivent de plus en plus et ils peuvent plus arrêter de boire. Donc le cheminement peut être long, hein, peut prendre des années avant de devenir dépendant. Oui. Oui. Est-ce que les gens qui sont dépendants, la quantité d'alcool absorbé est importante ou non? Il y a des gens qui sont dépendants, mais à petite dose, si j'ose dire. Et puis il y a d'autres, il faut une quantité plus importante. Oui, c'est pour ça que je voulais parler des fausses idées, parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils s'estiment pas dépendants parce qu'ils n'ont jamais été ivres, par exemple. Mais s'ils boivent une bouteille de vin dégustée du matin au soir, ils peuvent faire une cirrhose du foie. Ou bien donc les personnes qui disent qu'ils ne boivent pas tous les jours. Et donc ils pensent que si je ne bois pas tous les jours, donc je suis pas alcoolique ou dépendant. Et en fait donc je dis il faut voir ce que vous buvez, parce que si vous buvez beaucoup un jour, le lendemain vous êtes encore alcoolisé, vous n'êtes pas en manque d'alcool, et le deuxième ou troisième jour vous allez reboire. Donc la personne se rassure en disant je bois pas tous les jours, donc je suis pas en danger, alors qu'il est déjà en danger, qu'il est déjà devenu dépendant d'alcool. Donc ça, ce sont des fausses idées qu'il faut vraiment bien faire passer pour que les personnes se rendent compte et arrivent aux soins avant que ce soit trop tard. Trop tard, oui. Alors si vous dites tous les jours je bois de l'alcool, ça peut être n'importe quel alcool fort ou moins fort, c'est-à-dire de la bière, du vin, tout ça. Si je bois tous les jours, je suis déjà Oui. Alors, je voudrais aussi préciser sur les équivalents alcool, parce que parfois aussi les patients disent je bois pas des alcools forts, je bois que de la bière, par exemple. Oui. Mais en fait, ce qui est nocif, c'est la molécule chimique éthanol. Qu'il se trouve dans la bière, dans le whisky, dans le vin, dans le champagne ou dans du cidre, c'est la même molécule chimique. Et donc c'est la quantité d'alcool consommée qui va augmenter les risques pour la personne. Il y a aussi le fait donc qu'il faut bien évaluer quelqu'un par exemple qui se rassure en disant que ils ne boivent que 3 bières par jour. Donc pour lui c'est pas beaucoup, mais si on fait préciser que la bière qu'il boit c'est la bière forte de 50 centilitres qui titre à 8-9 degrés, ça compte 4 doses d'alcool. Et donc la personne qui pense boire que 3 bières, en fait il boit 12 doses d'alcool, et donc il boit équivalent à une bouteille de vin et demi. Donc c'est beaucoup, et très souvent donc les jeunes se trompent en s'auto-évaluant comme ça, en se référant à 2 ou 3 en degrés. Alors les degrés sont importants aussi pour comme par exemple j'ai fait une évaluation, une bouteille de whisky par exemple ou de pastis, ça contient 22 doses d'alcool. Et donc c'est pas la même chose qu'une bouteille de vin qui contient 7 doses d'alcool. Donc pour ça que pour évaluer donc
parfois je demande une bouteille de whisky, par exemple, vous allez boire combien de jours? Si c'est une bouteille tous les 2 jours, c'est une dizaine de doses d'alcool par jour. Une bouteille tous les 2 jours, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup, mais oui. Mais parfois, il y a des personnes qui se rassurent en disant je ne bois qu'une demi-bouteille, c'est pas beaucoup, alors que c'est énorme. Alors, donc ça, c'est important aussi de faire passer. Docteur, on peut boire sans modération, c'est-à-dire au repas, on peut boire un verre de vin le midi et même un verre de vin le soir, mais à partir de là, si on commence à en boire 2, 3, voire même plus, là par contre, ça commence à être beaucoup plus sérieux. Je veux dire, dans notre, on peut se dire, on va pas se dire qu'on est alcoolique tout de suite, mais ça peut être le danger qui commence déjà à dire, ça y est, attention, c'est tous les jours. Alors, je vais plutôt rappeler que ça dépend des circonstances. Quelqu'un qui, par exemple, va à un mariage une fois dans sa vie ou une fois tous les 5-6 ans et qui boit au mariage autant, bon, je ne pense pas qu'il va devenir dépendant. Mais une personne qui, alors je vais peut-être plutôt vous dire les critères de dépendance pour un petit peu clarifier parce que j'ai préparé, et donc en fait avant le DSM-4, donc c'est le manuel de psychiatrie, a identifié 2 types de dépendance, la dépendance et l'abus. Mais depuis 2014, donc ça a été modifié en troubles liés à l'usage de l'alcool. Donc ça a été regroupé avec 11 critères. Alors si donc suivant le nombre de critères qu'on a, le trouble lié à l'usage de l'alcool peut être faible, modéré ou sévère. Alors je vais vous énumérer les 11 critères et puis je vais les expliquer après. D'accord. Donc le premier critère, c'est le désir persistant de consommer de l'alcool. Et donc c'est la personne qui y pense, même s'il n'est pas en manque, hein, mais il a ce besoin, il désire trouver de l'alcool pour reboire, et donc ça c'est un critère. Le deuxième critère dont je viens de parler tout à l'heure, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on dit je vais sortir et je vais me limiter à 3 verres, et puis finalement il en boit beaucoup plus. Et très souvent maintenant, les jeunes viennent me voir pour me demander mon avis, parce qu'ils disent je crois que j'ai un problème, quand je mets mon nez dans le verre, comme ils disent, j'arrive plus à m'arrêter, quoi. Je bois jusqu'à ce qu'il y en ait plus. Et donc ils posent la question, est-ce qu'ils sont dépendants ou pas? Je dis ça, c'est un critère de dépendance, même si vous ne buvez pas tous les jours. Mais si vous allez à un endroit, vous vous dites je vais me limiter à 3 doses d'alcool, et puis là vous buvez plus que ça, c'est un critère. Le troisième critère, c'est des essais pour réduire sa consommation d'alcool, mais sans y parvenir. Donc, ce que j'appelle la consommation en yo-yo, c'est-à-dire qu'on essaie de se rassurer en disant qu'on va réduire sa consommation d'alcool, on va réduire peut-être 2-3 jours, et puis après, ça remonte. On remonte. Et donc, on essaie de réduire, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est le troisième critère. Après, le quatrième critère, c'est la tolérance, et ça, c'est un critère de gravité, c'est-à-dire que la personne est devenue dépendant physique à l'alcool, et là il faut un traitement, il peut plus arrêter tout seul. Tolérance, ça veut dire que la personne au départ, et là dans le parcours de vie du patient, je vois au début il boit de la bière, et puis après il dit après je me mets au vin, et là maintenant je me mets aux alcools forts, et vous avez vu qu'en fait c'est la quantité, la concentration en alcool qui augmente. Ah oui, d'accord. Mais comme il ne peut pas, en bière, il ne peut pas boire des quantités énormes, donc il va augmenter la concentration en passant par des alcools qui, en volume, qui est plus concentré pour lui permettre de pouvoir boire suffisamment. Alors là, c'est le critère de tolérance. Donc plus on doit boire de l'alcool pour se sentir bien, c'est que le corps devient tolérant de l'alcool, et donc on est obligé de boire plus. Alors le cinquième critère est très important, c'est le syndrome de sevrage. Et donc celui qui présente un syndrome de sevrage, c'est un critère de dépendance physique grave.
Et donc ça, c'est le stade où le patient ne peut plus arrêter de boire tout seul, parce qu'il va avoir des symptômes de tremblement, de transpiration, de densité, puis les complications qui sont les crises convulsives et le délirium tremens. Oui. Et donc quelqu'un... Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu le symptôme de sevrage, c'est-à-dire que quand la personne arrête de boire, il a ces signes-là. Oui. C'est bien cela. Voilà. C'est-à-dire que si donc il veut arrêter de boire tout seul, parce que beaucoup croient que il suffit d'un peu de volonté, je vais arrêter de boire et ça va aller. Et donc il va avoir des signes de manque physique. Ce n'est plus la tête qui pense j'aurais besoin d'un peu d'alcool, c'est le corps qui va trembler. Donc au départ, il va trembler un petit peu des mains et puis il va trembler de plus en plus, puis il transpire aussi. Il peut avoir aussi des symptômes digestifs, des nausées, et puis il devient irritable, de mauvaise humeur, angoissé, agressif. Et puis si il n'a pas compris que là il faut aller voir le médecin ou aller aux urgences pour avoir un traitement rapidement, ça évolue. Le maximum c'est en 3-4 jours. Donc le premier jour on tremble, on transpire un petit peu, on peut faire une crise d'épilepsie aussi. Donc les convulsions, on dit crise d'épilepsie, mais c'est une crise convulsive qui ressemble à une crise d'épilepsie. Et puis ici, et surtout si on vit tout seul, on n'a pas de secours, on n'a pas d'entourage, on n'a personne à qui on peut appeler de l'aide. On peut alors faire un délirium tremens. Donc là, en fait, obligatoirement, il faut hospitaliser et parfois il faut transférer en soins intensifs, parce que la personne délire et tremble tellement que il faut avoir l'équipe de réanimateurs. Donc ça, c'est très grave. C'est pour ça que je parle de ce syndrome de sevrage où les patients qui voient qu'ils ont ces signes-là, il ne faut pas penser que ça va passer. Il faut aller voir le médecin. Tout de suite, il faut consulter. Oui, voilà. Donc ça c'est le 5e critère. Et puis les autres critères, c'est abandonner ses activités habituelles au profit du temps à chercher de l'alcool. Le 7e critère, c'est continuer à boire malgré les conséquences physiques, relationnelles, psychologiques. Donc ça, on va peut-être en parler si ça intéresse. Il y a aussi le 8e critère, c'est l'incapacité à remplir ses obligations majeures. Et donc, en fait, chez le lycéen, c'est ne pas aller à l'école ou dormir à l'école, ne pas faire ses devoirs. Ça, c'est le jeune. Les personnes adultes, c'est ne pas pouvoir aller au travail, par exemple. Et pour les femmes au foyer, c'est laisser aller son ménage, ne pas s'occuper donc des travaux ménagers habituels. Et puis, les 3 derniers critères, c'est consommation dans des conditions dangereuses. Et donc boire de l'alcool en prenant la voiture, boire de l'alcool quand on a des médicaments qui sont contre-indiqués, parce que il y a donc beaucoup de médicaments qui c'est marqué sur la notice contre-indiqué avec l'alcool, mais comme c'est marqué en bas de la notice, parfois les personnes ne font attention et consomment de l'alcool avec le traitement. Et puis les 2 derniers critères, c'est utilisation répétée de l'alcool malgré les problèmes sociaux. Et donc les problèmes sociaux, ça peut être retrait de permis de conduire, ça peut être condamnation au tribunal, mais ça peut être aussi divorce, licenciement, perte d'emploi, dette aussi, parce que quand on boit, on passe tout son argent à acheter de l'alcool et après donc on peut plus payer son loyer, ses factures, etc. Et le 11e critère qui vient d'être ajouté, c'est le craving. Le craving, c'est vraiment la poussée irrépressible de boire à tout prix. Et ça aussi, c'est un critère de dépendance. Voilà, donc je vous ai mis les 11 critères de la dépendance. Alors, médecin addictologue à l'hôpital de Chauny. Donc, c'est vrai que l'alcool, c'est quand même un vrai problème, docteur, à tous les niveaux, puisque on était en train d'en parler hors antenne. L'alcool fait que ça détruit un petit peu l'environnement. Ça détruit aussi, on va pas dire la famille, mais il faut dire que on est quand même entouré du papa, de la maman, les enfants, et je pense que la personne qui boit, forcément dans le couple ou dans la famille, tout le monde en compatit un petit peu.
Alors effectivement, le sujet qui boit cause une souffrance dans sa famille parce que sa femme va devoir gérer toutes les obligations familiales donc à sa place. Les enfants souffrent aussi parce que ce que je dis souvent, un parent qui boit, c'est un parent absent. Il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et donc c'est une souffrance qui peut parfois donc amener à l'éloignement. La conjointe va être poussée à bout et va aller jusqu'au divorce. Les enfants, quand ils deviennent majeurs, donc ils s'en vont et ils reviennent pas. Et donc parfois, ce qui est parfois dramatique, c'est le patient qui a fait la démarche de soins, qui arrête de boire finalement, qui attend le retour de ses proches. Parfois c'est irréversible, ils reviennent plus, donc ça c'est vraiment dramatique. Mais le patient qui boit ne se rend pas compte. Il se rend pas compte de ça, et c'est seulement lorsque il est au pied du mur que il se décide à aller aux soins, à faire quelque chose, mais parfois ça ne permet pas à revenir en arrière. Il est peut-être trop tard, oui, comme vous dites, hein, c'est vrai. Hein. Donc pour ça que je dis il faut pas pousser à bout, parce que souvent les conjointes aussi viennent me demander de l'aide et elles expriment leur épuisement parce qu'elles doivent s'occuper de la famille, des enfants et aussi du mari. Du fait qu'il boit, il y a aussi le problème financier. Si tout part dans l'alcool, il n'y a plus assez pour nourrir les enfants, pour subvenir aux besoins de la famille. Donc ça pose beaucoup de problèmes et puis les parents aussi qui sont impliqués, parce que les parents aussi, lorsque leur enfant se retrouve comme ça livré aux problèmes d'alcool, donc ils viennent aussi me voir pour demander comment faire pour aider leur enfant. Donc ça pose aussi une souffrance aux parents, une souffrance à la conjointe ou au conjoint, et puis aussi aux enfants. Alors que faut-il faire justement si la personne qui boit le voit pas tout de suite et peut-être trop tard? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider justement à pouvoir aller dans la voie de la... Oui, d'aller aux soins. J'ai peut-être posé une question, enfin légèrement différente. Quelles sont les circonstances qui amènent cette personne à aller vous consulter? Il arrive que soit la personne vient spontanément de lui-même, et donc il y a plusieurs motifs. Soit parce qu'il a été voir le médecin traitant qui a fait un bilan sanguin et qui lui dit il y a un problème alcool, il faut vous soigner, et puis il me l'adresse. Soit aussi l'employeur aussi, parce qu'en fait l'employeur dit voilà, on va vous licencier si vous venez alcooliser au travail. Comme ça le médecin du travail aussi peut se rendre compte et intervenir. Et puis le plus souvent c'est la famille qui amène le patient, la famille, mais la famille reste à l'écart, hein, donc ils prennent rendez-vous et puis ils attendent dehors, quoi. Ils viennent pas, ils font pas trop de pression, parce que ce que je leur dis aussi, il faut pas faire de pression sur le patient, parce qu'en fait il a besoin de son produit et on est en train de lui dire de rompre avec ce qu'il a l'habitude de faire, donc il faut l'amener à accepter mais ne pas le forcer. Et donc là, en fait, donc quand il vient, on pose le problème de sa consommation d'alcool. On va aussi essayer de voir pourquoi il est amené à avoir besoin du produit aussi régulièrement, pour déjà l'amener à comprendre que il a cette relation avec un produit qui n'est pas normal, puisque la plupart du temps la population ne boive pas l'alcool tous les jours comme ça. Et lorsqu'il se rend compte, il faut encore que j'arrive à le persuader qu'il est dépendant et qu'il faudrait accepter d'arrêter l'alcool totalement. Donc on va faire un bilan sanguin s'il n'a pas fait, pour lui montrer. Et puis ensuite, donc s'il n'est pas convaincu en disant soit je bois pas tous les jours, soit je bois pas beaucoup, il y a ça aussi, ou bien je bois comme tout le monde. Donc il faut arriver à le convaincre que il a un problème d'alcool qui risque d'augmenter donc les problèmes de complications de maladies, quoi. Alors justement, donc vous avez répondu à la question pourquoi ils sont amenés à vous voir.
et puis vous avez expliqué par la suite un petit peu ce que vous faites. Parce qu'en fait aussi, ce qui est important, c'est que très souvent les patients boivent lorsqu'ils sont stressés dans la vie, parce qu'il y a des difficultés, et ils pensent que voilà, c'est l'alcool qui m'aide à surmonter les événements de la vie. Sans comprendre qu'en fait derrière ça peut être une personnalité qui a un trouble anxieux, qui a de l'anxiété de fond. Et donc ce que je leur explique, c'est que on a des traitements qui peuvent vous aider et qui sont moins nocifs que de boire de l'alcool, parce que boire de l'alcool, vous allez avoir besoin de boire très longtemps, et en plus ça va créer des maladies, quoi. Et donc expliquer pour qu'ils comprennent bien, parce que oui. Alors quels sont ces traitements? Parce que certainement les gens qui viennent vous consulter a besoin d'un comprimé, d'un liquide, d'un médicament pour ne plus boire. Je pense que certains sont partis comme ça, non? Il y a plusieurs possibilités. On évalue d'abord la situation du patient. Si il n'a pas une consommation excessive, régulière, et qu'il veut seulement amener à une consommation modérée, on a des traitements qui existent depuis 2014 et qui permet de réduire l'envie de boire. Donc ça, ce sont les personnes où le bilan il est normal. Hein. Je précise, parce que les personnes qui ont un bilan biologique ou une échographie qui montre déjà qu'il y a des complications, on ne peut pas conseiller une réduction. Hein. On doit conseiller une abstinence quand même. Et puis les personnes qui ont une dépendance psychologique mais qui n'ont pas de symptômes de manque physique. Là, on pourrait avoir l'aide d'une psychologue de notre équipe pour aider à voir le pourquoi, comment il a ce besoin de boire. Est-ce que ça lui apporte une relaxation, un apaisement, ou ça c'est parce qu'il a du chagrin et qu'il se console avec, et donc la psychologue pourra aider. Par contre, lorsqu'il a une dépendance physique, là, on est obligé de donner un traitement de sevrage. Et donc, le traitement de sevrage, c'est des benzodiazépines qu'on utilise dans tous les services de médecine maintenant pour faire le sevrage d'alcool. Par contre, ce que j'explique... Qu'est-ce que c'est du benzo? Les benzodiazépines, ce sont différentes marques. Il y a le Valium, il y a le Seresta, il y a le Transcène, l'Exomil, il y a le Xanax. Donc, c'est toute une catégorie de médicaments qui sont dans la classe des benzodiazépines. Et donc, on s'est rendu compte que c'est cette classe-là qui protège bien les patients. Donc, quand on donne ce traitement-là, on protège des crises d'épilepsie, de délirium tremens, et donc on doit le donner dès que le patient arrête de boire de l'alcool, pour qu'il ne tremble pas, il transpire pas, il va vivre l'arrêt d'alcool avec sérénité, il n'est plus angoissé, quoi. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des médicaments qui ont un potentiel de dépendance. Et donc, le traitement dure en moyenne 7 à 10 jours. Et on arrête le traitement. Parce qu'en fait, le syndrome de manque d'alcool ne dure pas longtemps. Il dure que 7 jours. Il commence et puis il monte au 3e, 4e jour. Et puis donc si la personne fait des crises convulsives, ou s'il est en pré-d'été, là on est obligé de l'hospitaliser, hein, pour le soigner. Mais sinon, théoriquement, le syndrome de sevrage ne dure que 7 jours, et le traitement, donc on doit mettre le traitement pour couvrir cette période-là, le mettre hors de danger. Et donc on termine entre 7 et 10 jours. Et qu'est-ce qui se passe après, là? Après, donc, il faut ensuite dire au patient que c'est pas fini. Le traitement de sevrage le met médicalement hors des risques de manque d'alcool. Mais tout le travail à faire, c'est comment faire pour ne pas rechuter. Alors, comment faire pour ne pas rechuter? Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il n'y a pas de médicaments miraculeux, parce que les médicaments qui existent, en fait, il y a le Revia, il y a le Aotal, il y a dernièrement le baclofène qui est très médiatisé. Mais il faut qu'il y ait une motivation du patient. Il faut que le patient il comprenne pourquoi il doit renoncer à cette relation qui lui a donné du plaisir et autres. Et là maintenant il faut rompre, quoi. Il faut arrêter. Donc ce que je dis, c'est que il n'y a pas de traitement miraculeux si le patient il s'implique pas dans sa démarche de soins.
Et ensuite, on a aussi, donc pour ça que je couvre AM et Chauny, parce que AM a un service de cure. Ce qu'on appelle cure complexe, parce que souvent on confond les termes de cure. Il y a le sevrage qui ne prend que 7 jours. Ensuite, pour aider le patient à ne pas rechuter, il faut encore l'accompagner. Et donc, j'accompagne le patient parfois 1 an, 2 ans. Il y en a que je vois toujours depuis 5-6 ans et qui reviennent périodiquement. Et donc, l'accompagnement, c'est apporter le soutien. C'est aussi de repérer le patient les moments difficiles pour pouvoir l'aider, pour ne pas qu'il ressorte l'alcool pour l'aider, quoi. Et donc, on a plusieurs types de prise en charge. Ah, c'est ce que j'allais vous demander justement. Voilà. La prise en charge. Est-ce que la sécurité sociale, elle prend complètement en charge? Et est-ce que vous pouvez préciser aussi la prise en charge, dont la prise en charge peut être une fois de consultation qui peut durer parfois trop longtemps, la prise en charge peut être journalière, la prise en charge peut-être en cure, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire une hospitalisation. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu tout ça? Alors donc, à Chauny, la consultation est gratuite parce qu'on est une structure XAPA, c'est une structure médico-sociale, et donc les consultations ne sont pas payantes. Et puis donc à partir de la consultation, on va décider avec le patient si on va faire un sevrage à domicile ou est-ce qu'on doit hospitaliser. Donc, il arrive que parfois je peux faire un traitement à domicile lorsque le patient est en sécurité, il a la famille, et puis c'est quelqu'un qui est stable. Ça, on peut. Mais quelqu'un qui, par exemple, vit tout seul, qui a déjà des complications, des antécédents, il a déjà fait des sevrages, il rechute, et donc il y a une surveillance à faire. Donc là, j'hospitalise pour faire le sevrage de 7 jours-là. Et donc, pour avoir quelqu'un auprès du patient. Pour surveiller le patient. Là, c'est en fait une surveillance clinique, là. D'accord. Donc, il faut perfuser, ce qu'on ne peut pas faire à domicile. Il faut perfuser. Il faut aussi voir la dose de traitement. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Sinon, il faut réadapter. Donc ça, à l'hôpital, on peut le faire quotidiennement, tandis qu'à domicile, on doit prescrire, mais on peut pas surveiller le patient. Donc, à domicile, je fais seulement si je connais bien le patient et que il me dit, voilà, j'ai eu un problème, j'ai rechuté depuis quelques jours et là, maintenant, je peux plus arrêter. Là, on peut, par exemple. Après le sevrage, il faut, alors, nous, dans notre équipe, on revoit le patient, pour voir est-ce que au retour à domicile, comment ça se passe? Parce qu'il faut qu'il soit bien pour qu'il puisse accepter de ne plus reboire. Parce que s'il rentre chez lui et que ça se dispute, il va encore avoir des risques de rechute. Et donc, on va proposer un suivi. Soit le patient, il a des occupations, il travaille, il peut pas. Alors là, on propose un suivi ambulatoire en consultation avec une psychologue. Il y a une psychologue, une infirmière et moi, le médecin. Et donc, suivant le besoin du patient. Si le patient boit, par exemple, parce que il y a eu un décès dans la famille et qu'il n'arrive pas à faire le deuil, là, je vais plus conseiller de voir la psychologue. C'est différent quand même, oui. Chaque patient est différent. Oui, il faut une prise en charge. Je vais dire personnalisée, parce que chaque personne a sa propre histoire et il n'y a pas de traitement tout le monde pareil. Il faut voir, et puis la fragilité du patient aussi. Et il y en a qui arrivent donc à refuser de boire s'il est invité par les amis, mais il y en a qui n'arrivent pas et qui, à chaque fois qu'il rencontre un copain qui offre à boire, il va boire. Alors ce que je voudrais aussi dire, c'est que l'alcool, lorsqu'il arrive, le patient arrive au stade complication, il y a des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles au niveau du cerveau. Oui. Et ça, c'est très difficile à évaluer puisque la prise de sang ne va regarder que le foie, le sang, mais n'a pas d'évaluation pour les troubles cognitifs. Et justement, j'allais vous demander, docteur, votre patient, lorsqu'il arrive dans votre cabinet, vous faites certainement un examen et justement, vous devez savoir à quel taux d'alcool il en est ou qu'est-ce qu'il a comme pathologie.
Je pense que vous le voyez avec des examens. Vous voulez me demander comment on évalue? Oui. Alors donc, on va d'abord évaluer depuis quand il a commencé à boire, dans quelles circonstances, etc. Puis situation actuelle, donc ce qu'il consomme pour qu'on puisse savoir est-ce qu'il va avoir besoin d'un sevrage en hospitalisation ou pas. Et puis on fait un bilan sanguin, déjà pour voir si le bilan est perturbé, parce que si le patient boit pendant de longs mois, de longues années, de longues semaines, il va avoir donc les globules rouges qui grossissent. Alors, et puis le bilan hépatique aussi est perturbé, et donc on leur montre. Et puis on fait l'échographie abdominale aussi pour voir si le foie a augmenté de volume ou pas. On ausculte aussi parce qu'il y a des troubles du rythme cardiaque aussi. Donc voilà, on examine le patient. Il y a aussi la polynévrite que j'ai oublié d'en parler. Donc c'est quoi ça? La polynévrite, ça atteint les jambes. C'est comme le diabète aussi provoque une polynévrite au membre inférieur. Et donc la polynévrite, c'est l'atteinte des nerfs au niveau des jambes, et donc on a des pertes de sensibilité, on a des fourmillements, on a des crampes, et chez les patients qui passent la journée à boire de l'alcool et qui ne mangent plus, donc qui sont dénutris, ils peuvent être paralysés. Mais c'est réversible dans le sens où s'ils arrêtent, donc souvent ils sont hospitalisés. Et donc la polynévrite alcoolique, c'est la deuxième cause après le diabète. Et donc ce sont les mêmes symptômes. Donc c'est une des complications de la consommation d'alcool. D'accord. Et ça, vous le voyez grâce à des examens, parce que tout à l'heure vous étiez en train de dire, c'est vrai, le patient vous dit, moi j'ai bu, je bois un verre, je bois 2 verres, mais je voulais vous demander comment le saviez-vous ça? Parce que lui il vous dit ça, mais forcément vous n'êtes pas obligé de le croire aussi. C'est grâce à des examens que là vous allez, avec les examens de sang, là vous savez s'il consomme tous les jours, si c'est un alcoolique qui a besoin. Mais on a aussi l'examen clinique de physique. Il a ce qu'on appelle l'érythrose faciale, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui sont dilatés au niveau des visages. On peut avoir aussi donc le rythme cardiaque qui est accéléré, qui est rapide. Et puis donc on examine ses jambes, on demande s'il a des fourmillements, et puis on a le marteau à réflexe pour voir s'il réagit bien. Donc il y a l'examen neurologique, l'examen auscultation, et puis donc le bilan sanguin, l'échographie, tout ça. Mais bon, en fait c'est pour évaluer et expliquer aux patients où ça en est. Où ça en est. Si par exemple l'échographie me décrit que le patient il a un foie au contour, on va dire moins grave d'abord, que le foie est hypericogène pour le patient, il sait pas ce que ça veut dire. Non. Eh bien là, il faudrait que je lui explique que hypericogène, ça veut dire que vous avez un foie gras, comme le foie gras de Noël, et en fait c'est l'alcool qui fait que le foie transforme l'alcool en matière grasse, et ça tapisse le foie qui devient jaune brillant, et donc ça donne cet aspect hyper-écogène où on parle aussi de stéatose. Stéatose hépatique, ça veut dire un foie gras. Et donc ça c'est pour lui expliquer qu'il y a quand même une modification, parce qu'en fait ce qui est sournois dans la maladie d'alcool, c'est que on ne sent rien. On le voit pas. On n'a pas de douleur. Alors on peut arriver jusqu'à la cirrhose sans savoir qu'on a la cirrhose. Si on va jamais voir le médecin, on ne sait pas, parce que il y a pas de signes, il y a pas de symptômes. Ça évolue en catimini comme ça, et donc parfois les personnes sont catastrophées lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, et puis on leur dit vous avez une cirrhose. Et ils s'attendaient pas du tout à arriver à ce stade déjà. Une cirrhose, c'est grave? Oui, c'est grave, parce que si on arrive au stade de cirrhose, et je dis aux patients, il y a plus de choix, c'est 0 alcool. Pourquoi? Parce que quand on arrive au stade de cirrhose, on risque ce qu'on appelle une hypertension portale, ça veut dire la veine porte qui est augmentée de volume. On a tous les vaisseaux de l'œsophage aussi qui augmentent de volume, donc on va avoir ce qu'on appelle des varices
de l'œsophage. Et donc, si on continue de boire, ces varices peuvent claquer, on vomit du sang et on peut décéder de rupture de varices œsophagiennes. Ça, c'est une complication très grave. Parce que quelqu'un qui vient aux urgences, mais avec donc motif rupture de varices œsophagiennes, c'est la course. Hein, le gastro doit descendre tout de suite au bloc pour intervenir. Donc l'autre cause, c'est que quand on arrive au stade de cirrhose, ça augmente le risque de cancer du foie. Alors, non, ce que je dis aux patients, n'attendez pas d'arriver jusqu'à ce stade-là, parce qu'après, c'est plus compliqué. Tous les 6 mois, il faut recommencer le dépistage. Et c'est pas comme une mammographie, on le fait tous les 2 ans. Une cirrhose du foie, tous les 6 mois, il faut refaire l'échographie, il faut redoser l'AFP. Et si c'est bon, on est tranquille pour 6 mois. Il faut recommencer. C'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois. D'accord. Et donc, j'explique aux patients qu'il faut pas négliger, parce que je vois encore des patients qui ils pensent qu'ils ont arrêté de boire et c'est bon, mais ils ont un cancer 2 ans après. Donc là, c'est une prise de sang, c'est tout ça qu'il faut faire. Oui, et donc c'est soit le médecin traitant, soit le gastro-entérologue qui va programmer tous les 6 mois, il recommence. Alors à côté, parce qu'on parle beaucoup de la cirrhose, mais on ne parle pas donc des troubles cognitifs qui posent un gros problème pour la famille, parce que la personne a des pertes de mémoire, il ne sait plus faire les choses quotidiennes de la vie, et donc souvent donc c'est l'épouse qui prend le relais. Mais à un moment donné, lorsque la personne malade est encore jeune, par exemple, même pas 60 ans, et qu'il faut surveiller 24 heures sur 24, on n'a pas de solution. Hein, on peut pas trouver une place en maison de retraite. Et donc ça pose un gros problème. Donc je repère déjà le test qu'on appelle un test MOCA, on repère, et puis on avertit le patient. Donc on dit voilà, vous êtes arrivé à ça, il faut arrêter l'alcool. À un moment donné, ça peut être réversible, on peut récupérer, mais si trop de neurones sont détruits, vous n'allez pas pouvoir récupérer. Et l'intérêt, en plus, je termine, l'intérêt pourquoi je vais à Ham, parce que Ham a développé l'hôpital de jour, en plus de la cure qui dure 3 semaines. Ils ont l'hôpital de jour avec des groupes à thèmes différents, et il y a un groupe sur on appelle un groupe de remédiation cognitive. Ça veut dire atelier mémoire. Et donc j'inscris dans ce groupe-là les patients qui, au test, ils ont des troubles cognitifs, ils ont une perte de mémoire et qu'on espère pouvoir récupérer. Et donc je les inscris, ils viennent 4 mois, on réévalue. S'ils ont bien récupéré, donc soit ils arrêtent, soit ils changent de groupe. S'ils n'ont pas encore bien récupéré, on continue encore. Et je trouve que c'est vraiment bien cette prise en charge combinée avec cure et puis hôpital de jour. Après le sevrage, donc puisque la question que vous me posez, c'est qu'est-ce qu'on fait après le sevrage, oui. Hein. Et donc après le sevrage, donc il y a soit l'hôpital de jour, soit donc la cure si la personne reste encore fragile et a encore trop envie de boire. Donc la cure complexe de 3 semaines, ce sont des ateliers, des groupes de parole avec psychologues, infirmières et les autres aussi pour réfléchir ensemble comment faire pour ne pas rechuter. Et puis donc on place l'hôpital de jour, comme je vous dis, pour ceux qui ont des pertes de mémoire pour le groupe remédiation cognitive. Il y a les autres groupes sur prévention de rechute pour ceux qui rechutent trop souvent. Et couplé à ça, donc on fait le suivi ambulatoire. Donc c'est le médecin référent, donc souvent, donc si c'est Chauny, je m'en occupe. Et donc on voit au fil du temps le patient pour surveiller s'il suit bien, s'il va encore ou pas, et on continue à aller voir parce qu'en fait la rechute reste quand même fréquente. Et puis c'est vrai, le patient est bien suivi du début jusqu'à la fin. Là, c'est très important quand même. À partir du moment où le patient vient chez vous, vous consultez, vous le suivez jusqu'au bout. Nous, on est toujours disponible pour les aider. Le problème, c'est eux. Le problème, c'est eux. C'est-à-dire que quand ils sont bien, ils reviennent plus. Et puis on les revoit réhospitalisés suite à une rechute et donc on les reprenne. Mais en parlant des troubles cognitifs, il arrive à un certain stade où
où c'est plus possible de travailler parce que ils comprennent pas ce qu'on dit, ils retiennent pas, et donc c'est alors une prise en charge sociale, aide à domicile, intervention à domicile plus. D'accord. Dans les complications de l'alcoolisme, d'abus d'alcool, des cirrhoses du foie, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres maladies liées à l'alcool? Alors, certainement, je vais vous parler de tous les organes atteints par l'alcool, parce que, comme vous savez, l'alcool, une fois ingéré, il va partout dans la circulation sanguine. En premier, donc, ce que je voudrais dire, c'est que le syndrome de sevrage d'alcool, c'était déjà une complication. C'est une complication. Après, si on veut parler des organes, il y a donc d'abord l'atteinte du système nerveux. Alors, l'atteinte du système nerveux, on a l'atteinte du système nerveux central et l'atteinte du système nerveux périphérique. L'atteinte du système nerveux central, si on fait le scanner cérébral ou l'IRM maintenant, qui est plus prescrit que le scan cérébral, on peut voir ce qui décrit une atrophie cortico-sous-corticale. Ça veut dire que le cerveau a diminué de volume. Dans le comportement, on peut ne pas s'en apercevoir, mais en fait, la personne va avoir des difficultés à retenir, donc c'est des troubles de mémoire. Il a aussi les difficultés, c'est ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif, c'est-à-dire la difficulté de s'organiser, de faire des projets, d'élaborer des projets dans l'avenir, par exemple. Et par exemple, si pendant une cure, on apprend à la personne comment faire pour refuser l'alcool lorsque vous rencontrez les amis, etc. Donc il a bien intégré, mais j'ai eu un patient qui est allé voir après l'accueil, il est bien resté abstinent d'alcool. Et puis il est allé voir un membre de sa famille, et donc la situation n'a pas été préparée à l'avance. Et le membre de la famille était tellement content de le voir qu'il lui propose de boire un apéro. Et du coup, donc, il a bu parce que il n'arrive pas à réagir, à préparer pour dire comment faire pour refuser. Et donc de là, après, il a rechuté, parce qu'après ce verre, il a été acheter la bouteille, et puis il a recommencé à boire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est il suffit d'un verre pour replonger. Oui, parce qu'en fait, le système nerveux central a des récepteurs qui ont été modifiés à cause de la consommation d'alcool que la personne a bu avant. Et lorsque il reboit de l'alcool, ça lui ouvre de nouveau l'envie de recommencer. Donc la rechute est très rapide et c'est pour ça que le conseil, c'est toujours d'éviter de reboire même un petit verre, parce que ça risque de vous entraîner à rechuter. Alors aussi l'approche des proches qui justement lui ont proposé ce verre, est-ce que il ne savait pas qu'il était comment on va dire en difficulté d'alcool, parce que ça c'est pareil, on propose, mais bon, si la personne en face ne le sait pas. Mais aussi ça pose le problème des habitudes de l'entourage, parce qu'en fait, donc on a eu la situation d'un patient qui a fait le sevrage, la cure, qui est resté bien abstinent, et puis donc à la réception de Noël en famille, donc on n'a rien prévu pour lui, donc on sert de l'alcool, et arrivé à lui, on lui dit tu prends bien un verre puisque tu as arrêté depuis si longtemps, et donc après je le revois rechute et j'ai du tout recommencer. Donc il arrive qu'en fait ce sont des habitudes dans la famille, et ça pose un problème de comment je veux dire, la famille ne prévoit pas pour la personne. Alors donc, si le patient me demande, est-ce que je dois éviter d'aller dans les anniversaires, est-ce que je dis ça dépend de vous. Si vous êtes prêt, vous avez préparé votre réponse, vous avez préparé ce que vous avez envie de boire, ou bien vous informez
la personne qui vous invite que vous ne buvez pas d'alcool. Il faut qu'elle. Et puis c'est pas nécessaire de dire qu'on est dépendant d'alcool, parce qu'il y a plein de médicaments qu'on prend qui sont contre-indiqués avec l'alcool. Et donc je dis mais vous pouvez très bien dire que là voilà vous avez décidé de ne plus boire, c'est tout. Vous n'avez pas à vous justifier. Oui. Donc ça. De ça. Mais l'entourage, c'est vrai que l'entourage. Il y a aussi la question. Je garde l'alcool chez moi pour les invités. Je dis oui, mais quand vous me dites que vous gardez l'alcool chez vous pour les invités, c'est plutôt pour vous, non? Et donc bon ben voilà, on discute de ça parce que je dis ça vous rassure d'avoir en réserve un peu à côté, et quand vous n'êtes pas bien, ben c'est tout près, donc il faut mettre à distance, il faut pas garder de l'alcool chez soi. Il y a des petites choses, des conseils comme ça au fur et à mesure qu'on donne aux patients pour les aider à ne pas rechuter. Alors c'est vrai que c'est pas facile de parler, de dire qu'on est alcoolique, c'est pas facile ça. Non, il y a une connotation très négative. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça éventuellement les gens qui sont sevrés et qui ne boivent pas l'alcool, il faut dire parce que moi je prends un médicament où l'alcool est contre-indiqué. Comme ça, ils contournent un petit peu le fait qu'ils sont en sevrage d'alcool. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Il faut le faire. Parce qu'en si fait, l'entourage est consentant. Voilà, tout à fait. Oui. Comme dans la société, l'alcool, ça a quand même une représentation festive. Quand on fait la fête, on boit du champagne. Et donc la personne qui est devenue dépendante d'alcool, il est très gêné quand il doit participer à des fêtes comme ça. Je termine, puis je parlerai de l'alcoolisme mondain aussi, quand vous le demandez. Oui. Alors donc c'est les cancers, tout ça aussi, il faut en parler. Là donc on parle donc de l'atteinte au niveau du système nerveux où il y a donc les troubles cognitifs à cause de la diminution de volume donc du cerveau. On a aussi des troubles d'équilibre à cause de l'atteinte du cervelet, donc on a une démarche qui est instable à cause de ça. Après donc on peut, mais ça ce sont des complications qui font que la personne doit être hospitalisée parce qu'il y a ce qu'on appelle des encéphalopathies. Si on boit de l'alcool, donc on peut être carencé en vitamine B1 et on développe une encéphalopathie qui fait que la personne va être dans la confusion, et donc il doit être hospitalisé. Puis c'est pour ça qu'on charge en vitamine B1 des personnes qui présentent donc ce syndrome-là, parce que si ce n'est pas bien soigné, ça évolue vers le Korsakoff. Donc ça c'est important de repérer. Qu'est-ce que c'est le Korsakoff? Le syndrome de Korsakoff, et donc c'est une atteinte irréversible au niveau du système nerveux, et donc la personne n'est plus autonome. Il faut toujours avoir quelqu'un pour la surveiller parce que elle ne sait plus prendre ses médicaments correctement, se faire à manger. Après, donc, elle peut vous raconter des histoires, mais qui ne sont pas vraies. Et donc, en fait, c'est au niveau de son cerveau, elle peut être désorientée aussi. Et donc, arrivé à ce stade-là, il faut trouver un endroit pour pouvoir les garder. Et quand ils sont jeunes, donc, et que la famille ne peut pas s'organiser, là, on doit demander des aides à domicile, donc passage à domicile de l'infirmière, d'aide ménagère, etc., pour avoir toujours un encadrement suffisant. Justement, j'allais vous le demander, ça c'est vrai que la famille des fois peut faire des choses, mais je pense que le mieux, ça serait justement d'avoir de l'aide extérieure. Ça serait peut-être mieux pris, oui. Justement parce que le patient est plus amené à pas à obéir, mais à dire bon, là je vais prendre mes médicaments, je vais être entouré et je suis dans une structure qui s'occupe de moi. Il y a peut-être ça aussi. Oui, mais comme en fait lorsque ils sont atteints à l'âge jeune, on ne peut pas trouver de place, et donc c'est la famille qui doit s'organiser pour, et donc on met en place les aides à domicile pour qu'il y ait toujours le passage de quelqu'un de ça. Et puis parfois aussi ce sont les parents qui viennent aussi prendre le relais, aider
Donc je connais une maman qui a 80 ans et qui s'occupe de son fils d'une cinquantaine d'années, mais qui est atteint de Korsakoff. Et donc, voilà, elle dit il faut toujours être derrière parce qu'il oublie tout, il sort et puis il sait plus revenir. Donc, il faut être toujours avec lui, quoi. Alors, justement, là, arrivé à ce stade-là, moi, je trouve que ça serait quand même plus normal que la personne aille dans une structure adaptée à ce qu'il a. Mais les structures n'acceptent pas si vous n'avez pas 60 ans. D'accord. Oui, parce qu'en fait, les maisons de retraite, les EHPAD, là, comme on dit, acceptent que les patients qui ont plus de 60 ans. Et donc, ça pose problème pour les personnes qui ont déjà ce problème-là et qui n'ont pas de famille pour les aider. Alors, je vais continuer aussi avec les autres complications liées à l'alcoolisme chronique. Donc, il y a aussi les AVC qui peuvent aussi être provoqués par la consommation, surtout les ivresses. Les ivresses peuvent faire claquer les vaisseaux au niveau du système nerveux central et provoquer donc un accident vasculaire cérébral. Donc, il y a ça. Il y a les traumatismes crâniens parce que la consommation d'alcool aussi augmente les risques de chute. Et donc des traumatismes, ça peut être des chutes, ça peut être aussi des accidents, ou bien des actes de violence, de bagarre, etc. Et donc traumatisme crânien. Il y a donc au niveau neurologique, dont la polynévrite dont je vous ai déjà parlé. Par contre, il y a quelque chose qui est moins connu, c'est la névrite optique. La névrite optique alcoolique. Et donc, c'est souvent lié à la consommation d'alcool et de tabac, et la personne peut devenir aveugle s'il n'arrête pas. Et donc, l'ophtalmologue va dire que c'est d'origine toxique. Il faut arrêter l'alcool et le tabac, mais souvent, quand ils arrivent chez l'ophtalmo, ils sont déjà à être à 2 ou 3 dixièmes, ils voient flou déjà. Donc, en fin de compte, j'entends bien que l'alcool, ça détruit énormément la santé et tous les orgasmes qui sont à l'intérieur. Oui. Tous les organes de votre corps. Donc on passe pour le foie parce que tout le monde connaît le problème de la cirrhose, mais il y a le risque d'hépatite alcoolique aiguë aussi, et l'hépatite alcoolique aiguë qui survient sur une cirrhose hépatique, c'est grave parce qu'on peut mourir de ça. Après, il y a la pancréatite, donc l'atteinte du pancréas qui est très douloureux, donc la pancréatite aiguë. Et là, il faut hospitaliser pour arrêter l'alcool et puis donner des calmants. Après, donc, je parle de l'atteinte au niveau du tube digestif, où vous avez l'atteinte à tous les niveaux, que ce soit œsophage, estomac ou intestin, avec le risque de cancer du côlon et du rectum qui reste quand même fréquent chez donc les consommateurs d'alcool. Ensuite, donc, je voudrais parler de l'alcool avec le système cardiovasculaire parce que c'est peu connu, mais l'alcool provoque des troubles du rythme cardiaque et provoque aussi, docteur Tan, vous pouvez peut-être me confirmer, la cardiomyopathie dilatée, c'est souvent lié à la consommation d'alcool. Oui. Donc il y a ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le cœur qui bat trop fort, c'est ça? Non, le cœur qui est devenu trop gros, oui. Et qui ne rend plus sa fonction, en quelque sorte. Il est devenu trop gros, alors les battements n'envoient pas assez de sang. C'est la force de contraction du cœur qui est abîmée. D'accord. Parce que le cœur est trop gros. Et puis il y a des troubles du rythme, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a des tachycardies, tout d'un coup le cœur est très rapide, très irrégulier, on peut faire des malaises. Dû à l'alcool. Tout ça dû à l'alcool. Alors, il y a aussi une chose importante que je voudrais aussi dire, c'est donc l'effet dépressogène de l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool induit la dépression. Et très souvent, les patients, quand le moral ne va pas, quand ils ont des problèmes dans la vie, ils boivent de l'alcool et ils disent, voilà, ça va me remonter le moral. Mais après l'effet de l'alcool, ils dépriment.
il entretient la dépression et donc le traitement antidépresseur n'agit pas, n'est pas efficace. Et donc il faut quelqu'un qui boit et qui est dépressif, il faut d'abord arrêter l'alcool. Et puis ensuite, la plupart du temps, le patient récupère et il me dit là maintenant, je suis content, je recommence à faire telle ou telle chose, je m'occupe de mes enfants et en fait, il récupère, il n'est pas dépressif, alors que sous alcool, il laisse tout aller, il s'occupe de rien et donc là, c'est important de comprendre que l'alcool a cet effet d'entretenir la dépression. Et puis aussi, ça cause des troubles du sommeil. Il peut aussi augmenter l'impulsivité aussi, et donc ça peut pousser la personne à prendre des risques. Hein, que ce soit excès de vitesse, que ce soit donc prise importante d'alcool. Et puis là, j'arrive à l'alcool et cancer. Parce que l'alcool augmente les risques de cancer digestif, notamment le cancer colorectal. Il augmente le cancer ORL, surtout chez les codépendants alcool et tabac. Donc ça, c'est le cancer ORL. Cancer du foie, je viens d'expliquer que surtout quand on arrive au stade de cirrhose, ça augmente les risques de cancer du foie. Et puis chez la femme, il y a le cancer du sein qui peut être causé donc par l'alcool. Ce qu'on voudrait dire, c'est que il y a donc le risque carcinogène de l'alcool est élevé pour 4 localisations, donc l'ORL, l'œsophage et le foie. Après, donc, pour terminer, je voudrais parler de l'alcool pendant la grossesse, qui donne donc le problème de l'alcoolisation fœtale. Hein. Donc, ce sont donc les mères qui ne savent pas que en consommant de l'alcool, ça va aussi chez le fœtus, et comme le cerveau du fœtus est en cours de développement, ça atteint à tous les stades, et la recommandation qui date depuis 2003 seulement, c'est 0 alcool pendant la grossesse. Mais avant, les mamans ne savaient pas qu'il fallait arrêter l'alcool. Alors, les conséquences de ça, c'est qu'en fait, les bébés peuvent naître avec une malformation lorsque la consommation d'alcool chez la mère était importante. Mais la grosse partie de l'iceberg qui est immergée, ce sont donc le déficit intellectuel, et donc ces enfants devenus adultes que je vois maintenant, puisque les enfants nés avant 2003, là maintenant ils ont 30 ans, 40 ans. Et donc, on constate qu'en fait, ils ne sont pas scolarisés longtemps. Ils arrêtent après la primaire. Ils ont beaucoup de difficultés à s'intégrer dans la vie, que ce soit travail et autres. Et puis, au point de vue intellectuel aussi, il faut pas trop demander. Il faut être avec des mots simples parce que ils retiennent pas tout. Alors, donc, tout ça parce que la maman elle a consommé de l'alcool pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Oui. D'accord. Et donc on appelle ça, c'est le SAF, c'est syndrome d'alcoolisation fœtale. Hein, donc ce sont les enfants qui prennent. Oui, voilà, qui prennent. Et avant, la maman ne savait pas que ça pouvait donner un impact comme ça sur la vie de son enfant. Et pourquoi qu'elle ne savait pas? Il y avait une mauvaise information? Non, c'est-à-dire qu'en fait, le syndrome d'alcoolisation fœtale n'a été repéré qu'en 1968 par un pédiatre français, mais ça n'a pas été reconnu, on n'en a pas parlé. Et puis après, dans les années 70, c'est un autre pédiatre américain qui a publié un article pour dire qu'il faut faire attention parce que il a trouvé des nouveau-nés, mais avec des malformations faciales. Et c'est comme ça que progressivement, on s'est intéressé à ce syndrome-là. Mais le problème, c'est que ça a été long. C'est seulement jusqu'en 2003 que le ministère de la Santé a donné la recommandation de 0 alcool pendant la grossesse, mais avant on ne savait pas trop si c'est un petit peu, si c'est voilà. Et donc ce qui fait que la recommandation doit être généralisée pour les jeunes qui ne prennent pas de contraception, pour leur expliquer aussi que s'ils ont comme ça l'habitude de faire la fête, il faut aussi se protéger
pour ne pas risquer de tomber enceinte alors qu'ils ont encore des consommations d'alcool festif. Maintenant, pour parler de l'alcoolisme mondain, et en fait, donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de problèmes psychologiques, qui n'ont pas de situations difficiles au point de vue social ou financière, mais qui ont pris l'habitude de consommer de l'alcool au repas, parce que ça se fait dans la famille. Quand on a un bon repas, ça doit être avec un bon vin aussi. Oui. Et donc on prend l'habitude de boire sans se rendre compte que tout doucement on peut glisser vers la dépendance. Et donc ça peut arriver. Les personnes qui font beaucoup de réceptions ou bien qui sont invités très souvent, par exemple. Oui. Et quand vous êtes invité, souvent c'est avec champagne, vin, apéritif aussi. Et si les réceptions sont rapprochées, sont fréquentes, la personne peut boire au cours des réceptions festives. Et puis, il continue aussi chez lui après, parce que ça fait... Ah oui. Oui. Mm-hmm. Donc, il y a ce phénomène-là. Dans les classes sociales quand même aisées, ce n'est pas seulement les personnes en difficulté qui ont ce problème de dépendance à l'alcool. Et donc, ça existe. Et donc, il y en a aussi qui viennent quand même au stade de cirrhose aussi. À force de boire, en pensant que c'est du bon vin, il y a eu un patient qui était choqué parce qu'il a une cirrhose. Il me dit mais c'est pas possible parce que je ne commande que du bon vin de Bordeaux. Je n'achète pas dans les supermarchés. Et pourquoi j'ai une cirrhose? Ah oui. Voilà. Et en fait c'est une à 2 bouteilles par jour dégustées du matin au soir. Et donc ça arrive quand même aux complications médicales. Alors, à noter quand même que on peut avoir des apéritifs sans alcool et aussi des bières sans alcool. Oui. Par contre, en parlant de ça, la réserve, c'est que, par exemple, la bière sans alcool, c'est très sucré. Ça contient beaucoup de glucides. Oui. Et donc, il faut avertir les patients qui sont sous traitement diabétique ou bien qui sont en surpoids. Oui. D'accord. La bière sans alcool, c'est pas très bien. D'accord. Oui, vous ne pas boire du tout ou boire un tout petit peu de bière, mais pas de bière. Mais il n'y a pas d'alcool, mais c'est sucré. Oui, et c'est pas bon pour le patient. Qui induit d'autres pathologies chez la personne qui en consomme beaucoup. Bon. Il y a aussi une chose que je voudrais aussi observer, c'est que les fabricants sont autorisés à mettre bière sans alcool lorsque ça contient moins de 1% d'alcool. Mais ce n'est pas 0%. Ça contient moins de 1% d'alcool. Et donc, si la personne se met à boire que de la bière sans alcool dans la journée, il y a quand même de l'alcool, surtout s'il a déjà des complications. D'accord. Vous allez nous rappeler un petit peu quels sont, comment on va dire, le principe un petit peu de vos patients. Vous avez une semaine bien chargée, justement, 2 jours à Chauny, 3 jours à Saint-Quentin. Je ne sais pas, que vous pouvez nous expliquer, voir un petit peu si tous les patients peuvent venir vous voir. Comment ça se passe? Alors, à Saint-Quentin, en fait, comme je suis à Saint-Quentin depuis 18 ans, là, maintenant, dont la consultation est installée depuis cette époque où ce sont des consultations externes. Et puis, j'ai l'activité interne, c'est-à-dire la demande de tous les services, même si je suis rattachée qu'au service hépato-gastro, mais la neurologie, la cardio, les urgences, ils peuvent demander mon avis et je vais voir les patients pour m'occuper du suivi après. Parce qu'en fait, la question, c'est ils sortent, ils sont soignés pendant leur hospitalisation, mais après, à la sortie, comment on fait pour les aider? Donc ça, je m'occupe donc de ces problèmes-là pour les orienter. Ceux qui veulent partir faire une cure, donc je vois avec eux si ils peuvent aller à Ham ou parfois Compiègne aussi, et puis le Cateau pour ceux qui habitent plus vers Bohain dans le nord. Donc ça, je les oriente. Et puis donc on organise le suivi
ensuite pour la prévention de rechute. À Saint-Quentin, donc j'y suis le mardi, mercredi et vendredi, parce que j'ai aussi une activité pour l'hôpital de Ham où le matin il faut passer aux urgences pour voir s'il y a des patients hospitalisés aux urgences et leur apporter une aide avant qu'ils sortent, parce que parfois ils sont pas hospitalisés, ils sortent et donc s'ils ont besoin d'aide pour arrêter l'alcool, donc il faut pouvoir les aider. Donc et ça c'est très important, comme ça le patient sait qu'il est suivi. Il sort pas et oui, il a quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Et donc soit donc il veut une aide pour arrêter l'alcool tout de suite, donc je peux le transférer vers donc un hôpital qui a une place pour faire le sevrage, soit il le sort parce qu'il a des contraintes familiales et là je le revois quelques jours après en externe et puis on organise la prise en charge ensemble à deux. Après donc sur Chauny, je vais tous les lundis et jeudis. Tous les lundis et jeudis. À Chauny, donc, je fais partie de 2 structures. Donc, la structure XAPA, c'est une structure donc médico-sociale externe qui reçoit gratuitement les patients qui viennent demander de l'aide pour leur addiction. Et puis l'autre, c'est la structure ELSA, ça veut dire équipe de liaison. Et donc, c'est une intervention interne où je fais, comme à Saint-Quentin, je vais dans les services qui ont des besoins pour les patients qui ont un problème d'alcool et qui a besoin de suivi. Et puis donc sur tout ce temps-là, une fois par mois, donc je vais à Ham parce que Ham c'est l'hôpital de référence pour la cure, puisque dans le territoire nord-est, donc Saint-Quentin, Guise, Ham et Chauny, c'est Ham qui a le service de cure complexe, c'est-à-dire la cure qui dure 3 semaines. Et donc je vais une fois par mois à Ham parce que ce sont les jours où il y a entrée de cure, donc pour aider l'équipe, et j'assure l'hôpital de jour, c'est-à-dire je m'occupe des patients qui viennent en hôpital de jour pour permettre aux médecins titulaires de s'occuper des entrées de cure. D'accord. Voilà mon planning de la semaine. Alors, docteur, dans les patients, y a-t-il autant de femmes que d'hommes qui sont concernés justement par l'alcool? Dans mon activité, en fait, je vois autant de femmes que d'hommes. Par contre, les femmes ont un petit peu plus de réticence, mais je pense que le fait que je sois une femme aussi, ça a aidé. Je pense, parce qu'elles viennent plus facilement. Oui. Le problème donc de l'alcoolisme chez la femme, c'est que c'est beaucoup de souffrance derrière. Elles boivent en cachette aussi, elles n'osent pas le dire. Les hommes, ils peuvent aller au café, boire avec les collègues, etc. La femme, elle boit toute seule chez elle, souvent. Elle ne boit pas en groupe. Et derrière, donc, c'est souvent des souffrances qu'il faudrait arriver donc à cerner. À savoir, parce que parfois, si elles ont vécu des traumatismes psychologiques dans leur vie, elles ont des difficultés à exprimer, à expliquer les maltraitances, par exemple. Donc, il faut avoir du temps. Il faut déjà les mettre en confiance, les rassurer, et puis ne pas les culpabiliser aussi, parce qu'elles vivent avec beaucoup de honte le fait de boire de l'alcool en cachette, parce que l'homme qui boit, il n'a pas tellement honte, mais la femme qui boit, elle vit ça oui. très c'est beaucoup de souffrance derrière, et donc j'ai l'aide de psychologues. À Saint-Quentin, j'ai des psychologues de l'hôpital de Ham qui viennent m'aider à Saint-Quentin, et donc on arrive à avoir une prise en charge pluridisciplinaire, donc avec psychologue, infirmière et médecin. Chez la femme, oui, vous en avez besoin parce que justement, c'est un examen complet qu'il faut faire. Déjà, comme vous dites, la première chose, c'est l'aide d'une psychologue qui peut éventuellement aider la patiente parce que c'est quand même assez difficile à admettre que l'on voit. Chez les hommes, je fais la même démarche, mais seulement les hommes, ils vont me dire plus spontanément. Quoi. Ils vont me dire, je bois de l'alcool parce que il y a tel événement où j'ai pas supporté, où j'ai perdu. Alors les hommes expriment plus facilement
plus spontanément, tandis que les patientes femmes, elles ont un petit peu plus de réserve, de réticence, et donc il faut avoir un peu plus de patience et de tact. Et puis une fois qu'on a créé l'alliance thérapeutique, comme on dit, la confiance, donc elle se confie, et parfois on a assisté à des traumatismes qui sont très graves, quoi. Et donc là, ce sont les psychologues qui m'aident. Donc pour vous, vous pensez qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui demandent des prises en charge? Pour moi, bon, j'ai pas fait des statistiques, donc je ne sais pas, mais le suivi pour les femmes parfois dure plus longtemps que pour les hommes, parce qu'en fait les hommes, on fait le sevrage, on les met hors alcool, et puis on évalue est-ce que en fait ils ont bien récupéré, que il y a plus de dépression, ou bien ils sont anxieux, et donc on les aide avec des traitements, et donc on peut résoudre les problèmes rapidement. Pour les femmes, c'est un peu plus difficile, parce que souvent elles ne disent pas tout. La première fois, donc tout doucement, on comprend au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est pareil, hommes et femmes. Je vois pas plus d'hommes que de femmes. Par contre, au point de vue cirrhose, donc arriver aux soins tardivement, c'est vrai que depuis que je m'occupe de ces problèmes, donc depuis presque 20 ans, j'ai pensé qu'en fait il y a plus d'action aussi, parce que ça se développe, alors qu'il y a 20 ans de ça, on parlait pas de la maladie d'alcool, alors que là maintenant on parle beaucoup, mais je trouve qu'il y a encore des situations où la personne arrive avec des complications graves, et donc quand j'interroge, en fait ils ont pas vu de médecin depuis longtemps. Souvent ce sont des zones de campagne qui sont éloignées, qui sont un petit peu perdus, donc les patients sont livrés à eux-mêmes, et c'est l'isolement, c'est l'ennui qui ont fait que voilà, on boit de l'alcool pour passer le temps, et puis on ne pense pas non plus à aller voir le médecin, et donc quand ils arrivent en hospitalisation, c'est déjà cirrhose grave, quoi. D'accord. Alors, lorsque le patient vient vous voir pour la première fois, que ce soit aussi bien un homme qu'une femme, vos consultations durent combien de temps? Parce que je pense qu'on ne peut pas évaluer tout de suite en première consultation. Il y a une fois, il y a 2 fois, il y a 3 fois, il y a peut-être 4 fois, tout en y allant doucement aussi. Faut pas comme vous dites, faut pas trop les brusquer. Donc il faut y aller tranquillement. Alors là, j'ai la chance d'avoir la compréhension donc des confrères et des membres de l'équipe. Ma première consultation dure 1 heure. Parce qu'il faut interroger, examiner, établir ce qu'on doit faire, les prescriptions, et puis expliquer aussi. Surtout, ça prend du temps, et puis laisser aussi à la personne de parler. Donc ça me prend 1 heure la première consultation. Ensuite, en suivi, c'est 30 minutes par patient en suivi. Mais bon, il arrive que ça déborde lorsque la personne est en confiance et veut parler des choses. Donc il faut prendre le temps qu'il faut. Mais maintenant, donc, on peut prendre des rendez-vous avec moi sur Doctolib, sur Internet. Donc, il y a un site Doctolib, et les rendez-vous peuvent être pris directement sur Doctolib. Sur Chauny, c'est déjà en place depuis un bon mois, et Saint-Quentin va aussi mettre en place Doctolib ce mois-ci, je pense. Ah, c'est-à-dire que on téléphone pas, on se met sur Internet, oui, et puis on prend votre rendez-vous, oui, sans se déplacer. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. On n'a pas à attendre après la secrétaire parce qu'elle n'est pas toujours là, ou bien elle est au téléphone avec quelqu'un d'autre. Et donc on va sur le site Doctolib, et puis on met qui on veut voir, et donc la plage va s'afficher, et à quelle
quel hôpital aussi, parce que j'ai 2 plannings, l'hôpital, soit l'hôpital de Chauny, soit l'hôpital de Saint-Quentin. Et donc, le Doctolib va afficher les plages où je peux prendre des patients. Et puis, le patient s'inscrit. Alors, vous dites Doctolib, non, Doctolib. D-O-C-T-O-L-I-B. Doctolib. D'accord. Et là, à partir du moment sur Internet, on fait ça, il y a .fr, non? Il y a que ça? Je crois que c'est doctolib.fr. Ah, .fr. D'accord, .fr. Et à partir de là, on choisit l'hôpital et on choisit le docteur que l'on veut consulter. Il y a les autres médecins aussi, ils se sont mis. Et donc, il choisit quel médecin il veut voir. Et l'emploi du temps va s'afficher, les plannings, les places qui restent. Ben oui, parce il y a longtemps que ça existe, ça ou... En fait, Chauny, donc c'est démarré depuis un bon mois, depuis mi-août, fin août, et donc et Saint-Quentin, donc ils m'ont dit que ça va se démarrer en octobre. Donc je sais pas, j'ai pas encore regardé pour voir si mon planning est déjà affiché, mais ça permet aux patients si ils ont des empêchements qui doivent changer, ils n'ont pas besoin d'attendre que la secrétaire réponde quoi. Et donc voilà, il y a ce système qui vient de se mettre en place pour et puis ils peuvent prendre rendez-vous aussi avec il y a le nom de l'infirmière, de la psychologue, de la sage-femme, de l'assistante sociale parce que c'est vrai qu'à l'hôpital de Chauny, comme on a une structure XAPA, je vois des patients envoyés par la justice aussi. Et donc, il y a aussi des problèmes de logement qu'il faut s'en occuper, des papiers qui sont pas en règle. Et il y a une assistante sociale dans notre équipe. Il y a une assistante sociale qui nous aide parce que, moi, je connais pas toutes les formalités administratives. Et donc, l'assistante sociale va aider à régulariser la situation de la personne. D'accord. Bon, alors, le téléphone, le site, un site, certainement, c'est ça, peut-être votre site internet. Où peut-on éventuellement vous retrouver donc aussi, vous pouvez rappeler un petit peu les hôpitaux pour nos auditeurs qui puissent avoir les informations. Alors, donc sur l'hôpital de Chauny, donc j'y suis le lundi et le jeudi. Oui. Mais si je n'ai pas de place rapide, ils peuvent prendre rendez-vous avec l'infirmière qui m'assiste. Et donc l'infirmière va recueillir déjà les demandes, etc. Et puis elle me transmet le dossier et quand je vois le patient, je sais déjà le contexte pour prendre mes décisions. Donc ça c'est Chauny, lundi et jeudi. À Saint-Quentin, je suis mardi, mercredi et vendredi. D'accord. Et puis en fait, je fais l'hôpital de jour, donc je ne fais pas de consultation externe. L'hôpital de jour, c'est-à-dire que je m'occupe des patients qui viennent ce jour-là pour faire les activités de la journée. Alors, docteur Guyenne, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui ont un problème d'alcool? La première chose... je pense que lorsque ils se rendent compte que ils ont un problème d'alcool, il faut aller voir leur médecin traitant en premier. La première chose. Oui, et il faut arriver à le dire parce que déjà aussi le problème, il y a des personnes qui n'arrivent pas à le dire ou bien qui le cachent aussi. Donc il n'y a pas de honte, il faut le dire, sinon le médecin il ne peut pas deviner. Oui, mais c'est pas facile non plus. Alors, comme l'un pour l'autre. Alors peut-être se faire aider par la famille. Mais la famille, si la personne a une dépendance physique, il faut faire un traitement. La famille ne va pas pouvoir assurer un traitement. Alors, il faut pas aussi que la famille conseille aux patients d'arrêter de boire. Parce qu'il y en a aussi parfois où on dit, tu bois trop, il faut que tu arrêtes de boire, je jette toutes tes bouteilles et voilà, t'as rien. C'est pas bon. Non, il faut pas faire comme ça parce que là, il va avoir un syndrome de manque et il risque d'avoir des crises convulsives et de trembler, tout ça. Et donc, il faut aller voir le médecin traitant et soit le médecin traitant, il me l'envoie parce qu'il arrive aussi qu'il fait un courrier puis il me dit voilà, il demande donc d'aider le patient et donc j'organise les soins. Soit le patient peut venir directement.
D'accord, directement vous voir. Oui, parce qu'en fait, donc le médecin addictologue donc a ce qu'on appelle la dispense de passer par le médecin traitant. Hein, c'est comme les gynécologues et les ophtalmologues là. Ophtalmologues et les pédiatres. Oui, et donc le patient a le droit de consulter directement. Directement, donc ils n'ont pas besoin. S'ils n'osent pas en parler à leur médecin traitant, ils peuvent alors venir nous voir directement et puis on va les prendre en charge. Et je pense que là, le mot de la fin, je vais vous le donner, docteur Nguyen. Je vous remercie. Donc le mot de la fin que j'aimerais bien transmettre aux personnes qui écoutent, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. La maladie de l'alcool, c'est une maladie comme les autres maladies, ça se soigne, mais il ne faut pas trop tarder, parce que plus on tarde, plus les complications sont beaucoup plus graves et le traitement devient plus compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à recourir donc aux professionnels de santé, donc que ce soit médecins traitants ou les équipes qui sont là pour les aider. Voilà. Consulter, tout de suite, c'est consulter son médecin traitant. Oui, le médecin traitant, ou bien passer par nous, puisque si ils sont gênés, si on est gêné de voir le médecin et de devoir dire, souvent ce sont des personnes qui ont un médecin de famille, qui les connaissent depuis longtemps et ils n'osent pas dire que voilà, je bois de l'alcool. Et donc là, nous, on est là pour les aider, quoi. Donc il faut pas hésiter. Merci. Oui, une petite précision. Malheureusement, l'hôpital de Noyon n'a pas de consultation pour l'alcoolisme. Il faut aller jusqu'à Compiègne. Oui. Une petite précision. Oui. J'ai certains patients de Noyon qui viennent à Chauny. Ou bien à Chauny, oui, naturellement. Parce que c'est en fait plus bien près, sûr, je crois, en trajet. En trajet, c'est plus près. Ah oui, d'accord, oui. Merci, docteur.